C'est une actualité dramatique qui va me fournir la matière de mon propos d'aujourd'hui, puisque 3 semaines après l'incendie de Notre-Dame, j'ai choisi de vous parler de Viollet-le-Duc, le fameux restaurateur de la cathédrale au XIXe siècle. Alors, Eugène Viollet-le-Duc, eh bien, il naît le 27 janvier 1814 à Paris. Son grand-père maternel, Jean-Baptiste de l'Écluse, avait été entrepreneur des bâtiments du roi. Son oncle maternel, Étienne-Jean de l'Écluse, avait été élève de David, puis critique d'art au journal des Débats. Et quant à son père, Emmanuel, eh bien, il avait été fonctionnaire au Palais des Tuileries et c'était un bibliophile réputé. Donc un milieu de bourgeoisie aisée et cultivée. C'est dans ce milieu-là donc que naît le jeune Eugène. Son père et son oncle tiennent même un salon où l'on retrouve Stendhal, Sainte-Beuve, Mérimée, Paul-Louis Courier, plus d'autres artistes et architectes. Autant dire que tout cet environnement va être déterminant pour la carrière du futur architecte. Après ses études secondaires, ce garçon qui apparaît très vite comme un dessinateur surdoué ne va pas choisir d'aller à l'école des Beaux-Arts, mais va préférer faire des stages chez des architectes amis de son père, Jean-Jacques Huvet et Achille Leclerc notamment. Donc une formation un petit peu atypique. À partir de 1831, alors qu'il n'avait que 17 ans, eh bien, il va voyager en France à la découverte de l'architecture médiévale. Il faut le rappeler, c'est l'époque où le baron Taylor, un riche mécène, permet la publication des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, une œuvre, un travail qu'il a confié à Charles Nodier et qui tente à populariser dans le grand public le patrimoine architectural français, jusque-là trop souvent négligé. C'est l'époque en effet où l'époque romantique redécouvre le Moyen-Âge. Dès les années 1820, les romans de Walter Scott remporte un grand succès. En 1831, ce sera le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et en 1832, eh bien, Victor Hugo, dans la Revue des Deux Mondes, dénoncera avec véhémence l'état d'abandon du patrimoine médiéval. Alors, ces garçons, ce jeune architecte en formation, eh bien, il va se découvrir une passion pour le patrimoine monumental français, dont il va acquérir une connaissance très approfondie. Pour gagner sa vie à partir de 1834, il est professeur suppléant au cours de composition d'ornement à l'école gratuite de dessin, qui deviendra plus tard l'école des arts décoratifs. C'est une fonction qu'il exercera jusqu'en 1850. Puis, de mars 1836 à septembre 1837, il effectue un voyage en Italie et en Sicile. C'est l'occasion de rencontrer à la Villa Médicis à Rome les architectes qui ont été lauréats du prix de Rome, et c'est l'occasion aussi de mesurer la distance qui le sépare de l'architecture officielle de l'époque. En 1838, il fait partie du Conseil des bâtiments civils, et pendant toutes ces années, eh bien, progressivement, il prend la mesure de l'intérêt que présente tout le patrimoine gothique de la France, toutes ces cathédrales qui se sont construites entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe siècle. Il se pénètre aussi des réflexions des architectes de son temps, Cordemoy, Laugier, Soufflot pour les architectes du XVIIIe siècle, Durand qui est professeur d'architecture, qui donne des cours d'architecture à Polytechnique à l'époque, Henri Labrouste, qui a bâti la bibliothèque Sainte-Geneviève, Jean-Baptiste de Lassus, auquel il sera associé pour la restauration de Notre-Dame. Et toute cette réflexion sur l'architecture l'amène à définir une approche originale. Il s'intéresse en particulier à l'adéquation entre les matériaux utilisés, les dimensions des monuments, leur forme, et tout cela le conduit à considérer comme
comme un apogée en quelque sorte, comme une manifestation d'excellence, ce qu'a été l'architecture gothique. Il met en lumière la cohérence qu'il faut découvrir entre la croisée d'ogives, les arcs-boutants et le décor aussi qui accompagne nos grandes cathédrales. Donc une analyse archéologique approfondie. Il va formuler tout cela dans un certain nombre de textes tout à fait fondateurs. Ces lettres d'Italie, écrites en 1836-37 à sa famille et qui seront publiées en 1871. Et puis son dictionnaire raisonné d'architecture, publié entre 1854 et 1868 en 10 volumes. Son dictionnaire raisonné du mobilier, publié entre 1858 et 75 en 6 volumes. Enfin, ses entretiens sur l'architecture en 1863-72, publiés en 2 volumes. Alors, c'est un homme de réflexion rigoureuse, c'est un homme surdoué, on l'a dit, en matière de dessin. Donc, ses ouvrages vont prendre de ce fait une dimension pédagogique tout à fait particulière. Ils vont rencontrer un immense succès et seront régulièrement réédités. Mais au-delà du théoricien, du travail du théoricien, Viollet-le-Duc va s'engager dans plusieurs grands combats. Tout d'abord, défendre le patrimoine gothique. Il faut rappeler ce qu'avaient été les effets de la sécularisation des biens du clergé pendant la Révolution. En 1794, l'abbé Grégoire avait même inventé le terme de vandalisme pour dénoncer la catastrophe qu'avaient représenté les destructions survenues ou la réutilisation à des fins purement sordides des monuments de l'époque. Mais il n'y a pas seulement les dégâts qui ont été produits par la Révolution, il y a aussi la modernisation que connaît la France au XIXe siècle, au moment où elle va entrer dans la révolution industrielle. Alors tout cela entraîne des menaces sur un patrimoine que l'on n'a plus le souci d'entretenir. Des églises sont détruites, des monuments abbatiaux sont réutilisés de manière catastrophique pour devenir des bâtiments utilitaires, voire des prisons. Alors il faut évidemment réagir contre tout cela. Dès les années 1830, Guizot, avec l'aide de Ludovic Vitet et surtout de Prosper Mérimée, va mettre en place le service des monuments historiques et c'est dans ce contexte général que Viollet-le-Duc va entamer son œuvre de restaurateur. Il est d'abord mobilisé pour sauver l'abbaye de Vézelay, qu'il va sauver effectivement de la ruine, en mettant en place aussi toute une conception de la restauration. Il ne veut pas restaurer en l'état simplement les monuments, il veut les débarrasser de tous les ajouts postérieurs à la période où ils ont été construits. Donc il s'agit de revenir à la conception initiale du monument concerné, en écartant les ajouts intempestifs. Alors après Vézelay, nous le retrouverons aussi à Notre-Dame de Paris. Un concours a été organisé en 1842 pour la restauration de Notre-Dame. Il va y travailler avec Jean-Baptiste Lassus entre 1845 et 1858 et puis terminer le travail en 1865. Mais on va le retrouver également à Saint-Cernin de Toulouse, on va le retrouver aussi pour restaurer la vieille ville médiévale de Carcassonne et puis sous le Second Empire, l'une de ses grandes œuvres évidemment ce sera la restauration ou reconstruction plutôt de Pierrefonds, le château médiéval, en région parisienne. On va le voir également au travail pour restaurer des cathédrales comme celle de Clermont-Ferrand, d'Amiens et de Reims. Et très vite, il va incarner tout le travail de restauration qui est accompli à l'époque.
en revenant d'ailleurs sur certaines entreprises antérieures, celle de Debray à Saint-Denis par exemple, celle d'Alavoine à Rouen, et puis ses élèves après lui, Millet, Baudot, Selmersheim, Sauvageot, vont continuer dans le même esprit, dans des conditions plus favorables, puisque entre-temps a été créée une inspection générale des édifices diocésains qui va constituer un cadre de travail utile et pertinent pour toute cette œuvre de restauration. Il y a un autre combat qu'a engagé Viollet-le-Duc, c'est celui pour l'enseignement de l'architecture. Lui qui a refusé d'aller aux Beaux-Arts, lui qui a pris ses distances avec l'architecture de son temps quand il est passé à Rome à la Villa Médicis, nous l'avons dit, va être constamment en conflit avec les autorités académiques, les institutions académiques de son temps. Et d'ailleurs, il va subir dans ce contexte deux échecs assez cinglants. En 1861, par exemple, la construction de l'opéra lui échappe au profit de Charles Garnier. Et puis, il avait mis sur pied un projet d'enseignement de l'histoire de l'art et de l'esthétique à l'Académie des Beaux-Arts et s'était retrouvé en situation d'assurer cet enseignement. Mais sa nomination imposée par le pouvoir impérial va faire qu'au bout du compte, les choses ne se feront pas et il démissionnera en 1864. Donc, il est ensuite, en revanche, tout à fait reconnu dans la durée, malgré l'hostilité, encore une fois, des autorités académiques, après 1870, notamment Julien Guadet, qui fait la pluie et le beau temps en matière d'architecture alors aux Beaux-Arts, malgré également l'hostilité que lui vouent les républicains, car on lui reproche une proximité trop grande avec le Second Empire, le régime honni, mais ses disciples vont continuer son travail, vont continuer son œuvre. C'est le cas d'Abadie, de Vaudremère, d'Anatole de Baudot, et plus tard, à la génération suivante, Hector Guimard, Auguste Perret, même, et là nous sommes au milieu du XXe siècle, et même aussi Le Corbusier. Tous ces architectes vont reconnaître leur dette vis-à-vis de Viollet-le-Duc. Et cette reconnaissance, elle est aussi internationale, puisqu'elle vaut aussi pour Antonio Gaudí, le célèbre architecte catalan qui nous a laissé la Sagrada Familia de Barcelone. Elle vaut aussi pour Frank Lloyd Wright aux USA, qui sera le grand architecte du premier XXe siècle outre-Atlantique. Alors, Viollet-le-Duc a été avant tout un théoricien, un dessinateur, mais il a aussi réalisé un certain nombre de monuments, l'église Saint-Gimère de Carcassonne par exemple, également certains grands immeubles du Paris rénové. Il imagine déjà l'utilisation future du métal en matière d'architecture. Hector Guimard s'en souviendra quand il sera à l'origine du Grand Palais au moment de l'exposition universelle de 1900. Viollet-le-Duc se consacre aussi à la renaissance des arts décoratifs. Il va notamment généraliser l'utilisation des feuillages, des décors végétaux, ce qui va influencer fortement l'art nouveau du tournant du siècle. On va sentir ainsi son influence, son héritage chez Eugène Grasset ou encore une fois chez Hector Guimard. Alors cet esprit encyclopédique évidemment, va faire l'objet de débats. Certains vont dénoncer ce qu'ils appellent un historicisme attardé concernant sa démarche. D'autres, au contraire, vont le considérer comme un pionnier de la modernité, comme quelqu'un qui a posé les fondements du fonctionnalisme architectural qui va s'imposer par la suite. Et Viollet-le-Duc, en ayant mis en lumière ce qui fait l'originalité de l'architecture gothique, a effectivement préparé le terrain pour la création de grandes salles sans support, facilitées ensuite par l'emploi du béton. Mais ce qui reste surtout, évidemment, c'est la sauvegarde de l'héritage médiéval. Il est intervenu sur 249 monuments, ce qui est tout à fait considérable. Alors, on a dit de lui qu'il était un maître
maître du pastiche. Il a été critiqué par certains. On a encore une fois vu dans ses restaurations une démarche purement passéiste, pas toujours véritablement fondée. Et il a eu pendant quelque temps, il faut bien le reconnaître, une assez mauvaise presse. Le vent a commencé à tourner à partir de 1980 à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue au Grand Palais consacrée au voyage en Italie de Viollet-le-Duc. Et on a pu à partir de ce moment-là réhabiliter le rôle qui avait été le sien. Alors ce rôle évidemment renvoie au renversement de tendance complet qui s'est opéré au XIXe siècle après les destructions des années 1793-1794. En 2014, à l'occasion du centenaire du bicentenaire de sa naissance, Constance de Roscouré pouvait écrire pour rendre compte en quelque sorte du succès qui s'est ensuite imposé, que ces événements de la Révolution avaient laissé une plaie béante dans la conscience collective des Français qui, en réaction, ont laissé éclore peu à peu l'attachement à un patrimoine monumental dont ils mesuraient dorénavant la fragilité. Désormais, il le percevait comme la manifestation tangible d'une identité commune, l'expression dans la pierre d'une mémoire partagée. C'est un parfait résumé du sens que l'on peut attribuer à l'œuvre de Viollet-le-Duc. Alors il n'était pas le premier, dès l'époque même de la Révolution, Alexandre Lenoir, dès 1795, avait mis sur pied un premier musée des monuments français, mais ensuite, tout au long du 19e et au-delà, l'œuvre réalisée par Viollet-le-Duc a toujours été plus ou moins contestée. En 1880, c'est John Ruskin, le Britannique, qui s'insurge contre ces restaurations systématiques. Même en 1914, Auguste Rodin s'inscrit dans la même sensibilité. Mais au bout du compte, eh bien, la restauration de Carcassonne aura été tout de même un succès incontestable, puisqu'en 1997, la vieille cité médiévale a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et tout le débat relatif à la reconstruction, à la restauration de la flèche de Notre-Dame qui a malheureusement brûlé il y a quelque temps, eh bien tout ce débat montre bien que Viollet-le-Duc, au bout du compte, reste tout de même d'une brûlante actualité. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Annick Lskoezek-Masson, qui est une professeure d'espagnol, spécialiste de la littérature espagnole au XIXe et XXe siècle, qui vient de publier dans l'excellente collection Qui suis-je des éditions Pardès un ouvrage consacré à Federico García Lorca, l'une des figures les plus marquantes de la littérature espagnole du XXe siècle. Auparavant, je rappelle que notre invité, qui était déjà venu à notre émission pour présenter son Qui suis-je sur Ramón de Valle-Inclán, a traduit et publié aux éditions Circé Adega, histoire millénaire de Valle-Inclán, justement. Et puis, tout récemment, aux éditions des Classiques Garnier, un ouvrage de présentation des poèmes de Gustavo Adolfo Bécquer, qui est un des grands poètes espagnols du XIXe siècle, tout à fait méconnu du public français en dehors du cercle des hispanistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire simplement quelques mots ? Oui, il est très méconnu, comme beaucoup d'écrivains du XIXe espagnol. On peut le considérer comme un romantique tardif. Il naît en 1836 et meurt très tôt en 1870. Et les textes qui font l'objet de cette anthologie ne sont pas des poèmes, mais des contes, mais bien entendu des contes écrits par un poète. Ce sont des contes tout à fait dans la tradition romantique, qui s'inspirent beaucoup du passé médiéval de la péninsule.
et qui font des incursions aussi dans le XVIe et à l'époque qui lui était contemporaine, c'est-à-dire le début du siècle XIXe. d'or aussi. Donc le siècle d'or, et aussi une nouvelle à l'époque, donc au début du XIXe siècle, à l'époque de l'invasion napoléonienne. C'est typiquement romantique, ce retour vers le Moyen-Âge. On le constate dans d'autres pays à la même époque, confère Walter Scott, Victor Hugo chez nous. Mais lui s'inscrit vraiment dans la tradition des romantiques allemands. Il faut le lire dans la lignée d'un Novalis, ou des premiers gnostiques. Il a vraiment une vision du monde qui s'apparente tout à fait à cette conception où le surnaturel envahit le quotidien et fait chanceler la raison aux marges de la folie quand il ne conduit pas à la mort. Enfin, il y a ces thématiques du rêve, de la folie et de la mort que l'on retrouve présents dans ces quel contes. est l'écho que rencontre un auteur comme celui-là aujourd'hui en Espagne? C'est un géant de la littérature qui est enseigné... C'est un peu l'équivalent d'un Lamartine ou d'un Victor Hugo chez nous. Oui, absolument, sans compter que il est considéré comme l'initiateur de la grande poésie espagnole du XXe siècle. Il y a une espèce de fil d'or qui s'étire comme cela depuis la poésie de Jean de la Croix et qui passe par ce renouveau romantique de Bécquer. C'est ça, après une césure à l'époque des Lumières, où la poésie n'est pas véritablement un genre très pratiqué. Ce n'est pas un romantisme comme celui des Campo Amor ou Duque de Rivas, ce n'est pas un romantisme narratif, pompeux, historique. C'est vraiment une poésie intimiste, une poésie des profondeurs. Alors voilà, donc je rappelle le titre de cet ouvrage, Légendes espagnoles et contes orientaux, aux éditions Classique Garnier, donc des textes Gustavo Bécquer, qui sont donc traduits et présentés par Annick Lskoezek-Masson. Mais vous êtes là aujourd'hui principalement pour nous parler de votre dernier ouvrage dans la collection Qui suis-je, donc aux éditions Pardès, consacré à Federico García Lorca. Alors lui, une figure majeure, encore une fois, des lettres espagnoles au XXe siècle. Et très connu hors des frontières, très connu hors d'Espagne, à la différence de Bécquer, sans doute le poète espagnol du XXe le plus connu à l'extérieur, car Dieu sait que le XXe siècle a été riche avec Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez, avant Antonio Machado, mais c'est Lorca, les conditions de sa mort y sont aussi pour quelque chose, évidemment, qui est le poète espagnol le plus connu à l'extérieur. Alors, Federico García Lorca, qui est-il d'abord? Revenons sur son parcours, sur sa biographie. Sur ses origines géographiques et sociales. Donc tout le monde sait que c'est un Andalou, né près de Grenade. Grenade restera toujours un phare dans son imaginaire et dans son inspiration. Il naît à une dizaine de kilomètres de Grenade, dans un village qui s'appelle Fuente Vaqueros, et son père est un propriétaire terrien. La famille s'est enrichie au cours du XIXe siècle par l'acquisition de biens, et donc c'est un fils de famille, un señorito, comme on dit à cette époque. Et voilà, sa mère est institutrice de formation, elle est originaire de Grenade, et c'est à Fuente Vaqueros qu'il va passer son enfance, puis ensuite la famille s'établira dans un autre village à proximité qui s'appelle aujourd'hui Valderrubio, parce que son père, qui s'était enrichi dans la culture de la betterave sucrière, voyait avec la proximité de raffineries de sucre dans la région de Valderrubio la possibilité de donner un essor à son activité. Effectivement. Et donc la famille va ensuite s'établir à Grenade autour de 1909 pour que les enfants, parce qu'il est l'aîné d'une fratrie il a deux frères et deux sœurs,
L'un des deux frères mourra d'ailleurs très, très jeune, en bas âge. Donc les enfants doivent poursuivre leurs études dans un lycée à Grenade. À Grenade, oui. Et il va suivre une formation juridique et littéraire. Oui, absolument, selon la volonté paternelle, bien qu'il ne soit pas très motivé par ses études de droit et qu'il va davantage fréquenter le petit cénacle qui s'était constitué dans un café de Grenade qui s'appelait le Café Alameda. Et là se retrouvaient tous les intellectuels et les artistes plus ou moins bohèmes de la ville dans un recoin de ce café qu'ils avaient appelé le Rinconcillo, justement. Et donc c'est là qu'il va entrer en contact avec des musiciens, avec d'autres poètes. Oui. Et alors, Lorca, on a vu, il est né en 1898. Oui. C'est l'année de la génération de 98 qui a correspondu à une pléiade d'intellectuels, d'écrivains de très haute valeur qui vont commander un petit peu intellectuellement le XXe siècle espagnol. Alors lui, on parlera à son propos et de certains de ses amis de génération de 1927. Oui. Mais c'est un peu plus tard, c'est quand il est allé déjà à Madrid, peut-être. Oui, puisque donc il va ensuite poursuivre des études à Madrid, où il arrive en 1919 et où il va être hébergé dans la fameuse Residencia de Estudiantes, qui fête d'ailleurs cette année le centenaire de l'arrivée de Lorca dans ses locaux. Et c'est là que va se poursuivre sa formation, encore une fois plus éloignée des bancs de l'université et plus en contact avec tous ceux qu'il va rencontrer. Le milieu littéraire un peu bohème de la capitale. Oui, et puis tous ces jeunes étudiants, tous ces señoritos comme lui, comme Buñuel, Luis Buñuel, comme Dali, et puis tous ces jeunes poètes qui formeront cette génération que l'on a baptisée de génération de 27. Voilà. C'est une appellation qui est plus ou moins contestée aujourd'hui, mais enfin qui a le mérite de cerner un groupe d'écrivains qui appartiennent qui ont la même formation et qui partagent la même esthétique. Dali et Buñuel qui vont réaliser Le Chien andalou, le fameux film bien connu. En 1928. Voilà, en 1926. Ils sont rattachés de fait à ce que va être le surréalisme en France. Oui. Est-ce que Lorca est concerné par cette proximité avec le surréalisme? Oui, bien sûr, parce que Lorca est un poète, je reviens là à ses origines terriennes, hein, c'est un poète tellurique, c'est un poète de la terre, et il dira qu'il est attaché, que toute sa création puise à la terre et à cette terre andalouse. Il veut dire par là qu'il est un héritier aussi de toute une tradition qui n'est pas seulement livresque, intellectuelle, mais aussi populaire, folklorique. Et donc il y a une racine qui puise dans la tradition, dans son œuvre, mais au contact donc de cet aragonais qu'est Luis Buñuel et de ce catalan donc plus ouvert aux nouveautés venues du reste de l'Europe, qu'est Salvador Dali, il va bien entendu découvrir le surréalisme et ainsi que tout un tas d'autres mouvements d'avant-garde, le futurisme, le créationnisme, l'ultraïsme, enfin tous ces ismes qui fleurissent à cette époque-là. Au lendemain de la Grande Guerre, oui. Mais vous avez insisté là-dessus, l'essentiel de son inspiration reste cependant très enraciné en Andalousie. Oui. Et c'est ce qui fournit la matière principale de sa poésie. De sa poésie et de son théâtre. D'une partie de sa poésie, une partie écrasante certes, mais pas la totalité. Une partie de sa poésie et une grande partie de son théâtre, en tout cas ce qui est le plus connu de lui. On le rattache absolument à ses racines andalouses. Donc le poema del Cantejondo, qu'il écrivit au moment où il organise le fameux concours de Cantejondo avec Manuel de Falla à Grenade en juin 1922.
Donc il y aura aussi le romancero gitano qui va bien sûr, faire éclater sa renommée. C'est ça, qui va l'installer, assurer sa notoriété. Oui, dans toute son originalité. Et ensuite, le théâtre, dans son théâtre, ce qu'on appelle la trilogie andalouse, qu'il compose entre 1933 et 1936, donc à la fin de sa vie. Les Noces de sang, Noces de sang, Yerma et la maison de Bernarda. Oui. Alors justement, ce théâtre-là qui intervient donc dans les années 30, comment pourrait-on résumer ce qu'il a d'original? Quelle est sa particularité? Alors, il se fonde, alors il y a une réalité sociale indéniable qu'il évoque. Il retrace ces familles de propriétaires terriens, de petits propriétaires terriens. Donc il y a ce substrat-là qui est indéniable. Mais Lorca est avant tout un poète qui écrit du théâtre. Ouais. Et la langue et la vision du monde et la vision des êtres sont avant tout celles d'un poète. Donc il y a une beauté du vers dans le cas de Bodas de Sangre. Et puis il y a quelque chose de très... un sens de la tragédie, c'est-à-dire qu'il renoue avec le sens de la tragédie grecque, du destin qui pèse inexorablement sur les êtres, et tout en mettant au cœur de toute cette préoccupation le rôle de la sexualité et d'une vision de la femme dans les trois pièces qui ne peut vivre librement, qui ne peut assumer ses choix et sur laquelle pèse le qu'en dira-t-on, les rôles que l'on attend d'elle en matière de maternité, de mariage. Donc un théâtre qui est porteur de critique sociale. Absolument. Large mesure. Alors Lorca, c'est un écrivain vraiment profondément espagnol, bien sûr, andalou, espagnol, mais il va y avoir des expériences extérieures puisque on va le retrouver au Nouveau Monde. Il va aller découvrir les États-Unis et puis également l'Amérique latine, dont l'Argentine. Oui, alors les États-Unis, ça intervient très tôt, en 1929, suite à une crise existentielle, une dépression grave. Il décide d'accompagner à New York celui qui sera son protecteur tout au long de sa vie, Fernando de los Ríos, qui était professeur de droit comparé, qui est invité lui-même à l'université de Columbia. Et Lorca va l'accompagner pour y prononcer aussi des conférences et soi-disant pour y apprendre l'anglais. Mais il va découvrir la littérature nord-américaine, Walt Whitman par exemple, Hart Crane, et surtout il va découvrir une Amérique en pleine crise, c'est-à-dire que sa crise intime trouve un écho dans la crise historique que traversent les États-Unis. Et donc il va être à la fois ébloui, fasciné par toute cette modernité extraordinaire, et il va découvrir aussi la culture noire à Harlem, mais il va être épouvanté par l'hégémonie de la technique, la civilisation industrielle, la déspiritualisation, la déshumanisation. Donc lui, l'homme enraciné, l'homme des traditions, dans son univers fermé qui était celui de Grenade, reçoit de plein fouet cette pour cet auteur qui s'inscrit donc dans la tradition espagnole, quel est son rapport à la religion ? Alors, c'est une religion tout à fait personnelle. Bien sûr que ce n'est pas la religion au sens dogmatique du terme. Une recherche peut-être du divin, une recherche de Dieu. En tout cas, c'est le message d'un Jésus, d'un Christ évangélique qui aime son prochain et qui transmet ce message d'amour universel à travers ses textes. Et donc on le voit même, semble-t-il, participer à une procession de Semaine Sainte, d'ailleurs peu de temps avant de s'embarquer pour l'Amérique,
à Grenade. Donc, et toute cette religiosité, toute cette liturgie andalouse très baroque correspond tout à fait à c'est aussi une cet source imaginaire. d'inspiration, source d'inspiration pour lui. Il n'est donc pas dans ceux des Espagnols qui veulent rompre avec le passé du pays. C'est un héritier, c'est-à-dire que c'était l'une des grandes questions au XIXe siècle. Il y avait tout un libéralisme en Espagne qui voulait, comme disait un certain orateur, fermer à double tour le tombeau du Cid. Ah non, sûrement pas. Sûrement pas. C'est-à-dire que c'est avant tout un héritier qui se pose en héritier, non seulement de la grande tradition populaire, mais de la grande tradition littéraire. En matière théâtrale, il revendique parmi ses sources l'auto sacramental et en particulier ce Calderón de la Barca, qui fut un maître incontesté de ce genre théâtral. Donc il est héritier de tout ce passé culturel, mais en même temps il s'imprègne de toute la modernité de son époque et il va avoir pour ambition de créer un théâtre d'avant-garde, un théâtre révolutionnaire qui a pour but de secouer les consciences. Et donc ce théâtre qui est très peu connu, il sera connu après sa mort, comme Le Public par exemple, ou Quand 5 ans seront passés, est un théâtre qui n'a strictement rien à voir avec la trilogie andalouse, par exemple. Oui, tout à fait, et tout à fait innovant. En même temps, Lorca, sur ce terrain-là, il se veut aussi un petit peu éducateur populaire. Ça fait penser un peu au TNP de Jean Vilar, quand il lance la Baraka. Oui, quand il est nommé directeur une compagnie ambulante. De cette compagnie théâtrale estudiantine, qui était à l'initiative du gouvernement de la République, qui avait créé ces fameuses missions pédagogiques, qui avaient pour but de diffuser la culture dans les coins les plus éloignés de la modernité, donc dans les campagnes. Et donc la Barraca va jouer le grand théâtre classique, Tirso de Molina, Calderón, bien entendu. Tous les grands classiques espagnols à la portée des petites villes ou voire des campagnes. Donc ce sont des troupes d'étudiants avec des moyens très rudimentaires. Et il y prendra un plaisir très grand parce qu'il peut à la fois exercer ses talents de metteur en scène, de décorateur, et pourra. C'est une de ses préoccupations sociales fondamentales. Il y a un souci d'éducation populaire. En même temps, il fréquente les avant-gardes littéraires, artistiques, et en même temps, il y a ce souci d'éducation populaire. C'est un mélange assez le passé, étonnant, le présent, le peuple et l'élite, tout ça. Lorca est vraiment un réunificateur. Ce n'est pas quelqu'un qui scinde. Alors, ce qui va faire, malheureusement pour lui, sa gloire dans une certaine mesure, c'est sa disparition, c'est sa mort durant la guerre civile en 1936, parce que, évidemment, cette disparition va faire l'objet de tout un débat idéologique. Elle va être récupérée par ceux qui vont vouloir en faire un martyr de leur cause, à savoir les républicains. Or, sur ce point, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et nuancer pas mal les choses. Lorsqu'il apprend sa mort, Dali dira « Quelle ignominie, Lorca a été le poète le plus apolitique de la Terre ». Oui, c'est un petit peu tout le témoignage que l'on peut réunir. Il est avant tout intéressé par son œuvre, son théâtre, ses poèmes. La politique, pour lui, c'est la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire le rôle du poète dans la cité. Que peut faire le poète vis-à-vis de ses proches, de ses contemporains, notamment le peuple, les plus démunis, parce qu'il aura toujours cette préoccupation essentielle. Oui, ce qui a pu amener certains à l'identifier justement à la cause des républicains les plus radicaux au moment où débute la guerre civile. C'est une erreur parce qu'il avait des amis dans le gouvernement républicain notamment, mais c'était des socialistes modérés et donc lui-même n'a jamais participé à un meeting. Il va être sollicité, on va lui demander de prendre
sa carte, notamment au Parti communiste, comme l'ont fait Rafael Alberti ou était Gabriel communiste, Zelaya. oui. Donc là, ce sont des poètes ouvertement qui ont déclaré leur adhésion au communisme. leur appartenance politique. Mais lui se maintiendra toujours à l'écart de cela. Il essaiera de faire entendre une autre voix. Et d'ailleurs, on voit que dans ses amitiés, il est également très éclectique, parce que ce qui compte pour lui, c'est la valeur des êtres, plus que leur étiquetage politique. Il est très proche des phalangistes aussi, de nombreux Il a des amis parmi la phalange, Mhm. parce que parmi la phalange, il y avait aussi des notamment les frères Rosales, qui à Grenade vont tenter de le cacher au moment où on règle les comptes dans les deux camps, et où sa vie est effectivement en danger. Et alors, ce qui est intéressant, je crois, à propos de cet épisode, c'est que Lorca va être victime, en fait, pour l'essentiel, de rivalité à l'intérieur du camp national. Oui, c'est très complexe. C'est un faisceau de causes nébuleuses qui sont à l'origine de son assassinat. Il est perçu comme étant dans le camp des Rouges, pour faire simple, à travers une expérience comme la Baraka. On est dans une période où à Malaga, les milices rouges ont commencé à fusiller, donc il y a des représailles proportionnées, notamment évidemment. Un ami de Lorca, le poète José María Hinojosa, qui sera exécuté avec son père et son frère par une frange de rouges anarchistes. C'est ça. Donc il y a en fait des exécutions on est dans une logique de guerre civile. C'est le chaos de la guerre, d'une violence aveugle, cet immense échec collectif qui est une guerre civile. Tout à fait. Oui. Et à Grenade même, je crois que Lorca, donc perçu par certains comme faisant partie du camp des Rouges, même s'il a des amitiés, encore une fois, phalangistes, on lui reproche aussi son homosexualité. C'est un élément qui le rend également suspect pour certains. Et ça vient s'ajouter, disons, à semblerait que ce sont plutôt des éléments conservateurs liés à la CEDA, le parti d'Henrique Robles, qui ont été à la manœuvre quand il s'est agi très revanchard, qui voulait régler des comptes avec justement les Rosales. C'est ça. Cette partie de la phalange qui n'était pas tout à fait dans la même lignée que... C'est ça, exactement. Il y a une complexité, bien entendu, de toutes ces appartenances politiques. Et apparemment, avec l'appui de Queipo de Liano, le général qui avait pris le pouvoir à Séville et qui représentait, lui, une posture nettement plus réactionnaire que la phalange proprement dite. Alors, évidemment, derrière tout cela, Lorca va apparaître un peu comme un martyr de la cause républicaine, même si c'est évidemment un peu exagéré de l'interpréter ainsi. Hein. Et la question s'est encore posée il y a peu, quand il a été question de rechercher sa dépouille près de l'endroit où il a été fusillé. Comment est-ce que en Espagne aujourd'hui tout ce débat est-il vécu, il est toujours très, très présent. Oui. Il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent et qui essaient de cerner d'un peu plus près toutes ces causes. Mais Lorca aujourd'hui fait quand même l'unanimité en Espagne en tant qu'auteur. Je crois que même très tôt, ça a transcendé les frontières partisanes. Et c'est ce qu'il faut voir ici aussi, parce que souvent cette étiquette de martyr de la cause socialiste républicaine a fait oublier ici qu'il est avant tout un immense poète et un immense dramaturge. A fait oublier l'œuvre. Et il s'agit quand même de redécouvrir. Eh bien, je crois que votre ouvrage, Annick Le Scoezec-Masson, va contribuer à cette redécouverte. J'en rappelle le titre, Lorca, dans la collection Qui suis-je, aux éditions Pardès. Merci beaucoup. Merci à vous.